Bien, alors merci de cette invitation. C'est un plaisir de revenir et maintenant c'est presque une obligation, effectivement. Euh, Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est la façon dont les champignons interagissent avec les plantes. Et au passage, on va découvrir tout ce qu'ils peuvent faire. Et vous allez voir, ça fait beaucoup. En fait, on va essayer de découvrir leur diversité de fonctions. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ils construisent vraiment le paysage qui nous entoure. Par exemple, là, moi, je vois plein de champignons. Alors bien sûr, vous ne les voyez pas parce que ce n'est pas la saison où ils fabriquent leurs spores, ce n'est pas la saison où les parties aériennes sont visibles. Mais moi, j'en vois vraiment beaucoup. Et je vais essayer de vous aider à les voir. La toute première chose, c'est que les plantes ne se nourrissent pas sans champignons. Alors ça, c'est justement ce sur quoi on travaille dans mes équipes de recherche. C'est qu'il y a certains champignons, alors pas tous, hein, qui interagissent avec les plantes pour les nourrir. Et quand je vois ça, moi, je me souviens qu'il y a des racines en dessous. Ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas toujours. Hein. Et naïvement, on pense que les racines suffisent à nourrir les plantes, mais en fait, non. Quand les Européens sont arrivés en Afrique ou en Amérique du Sud, avec des bateaux en bois à l'époque, ils ont voulu planter des pins parce que les pins, ça pousse vite, ça pousse partout, ça pousse droit, puis ça a un bois imprégné de résine. C'était vraiment le genre de bois qu'il fallait pour réparer les bateaux qui avaient subi la traversée. Bon, alors, les pins, on n'en trouve que dans l'hémisphère nord. Du coup, en Afrique et en Amérique, il n'y en avait pas, mais ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont emmené des graines, ils les ont plantées, elles ont germé, elles ont fait quelques aiguilles vertes, et puis c'est mort. Alors que chez nous, les pins, ça pousse partout. Ça fait partie des premiers arbres qui repoussent quand on laisse revenir une forêt. Alors c'était un petit peu paradoxal, mais ils ne se sont pas démontés. Ils ont amené des petits pins déjà enracinés et ils les ont replantés. Et ils ont poussé ces pins, tout comme ils avaient commencé à pousser en pot. Sans le savoir, ce qu'ils ont amené, c'est quelque chose qui manquait, qui était vital. C'est des champignons du sol. Alors là, vous les voyez parce qu'il y en a vraiment beaucoup, faits de filaments, mais bon, qui la plupart du temps sont microscopiques, et qui, on va le voir, interagissent avec les racines des plantes. Sans ces champignons-là qu'il y a dans nos régions et qu'il y a partout, c'est jamais un problème hein, chez nous. Sans ces champignons, les pins ne poussent pas. Alors, ça paraît bizarre de dire ça parce que chez nous, on ne s'en rend pas compte. Ben oui, mais chez nous, dans le sol, ces champignons sont toujours là. Donc, ce n'est pas un facteur limitant. Alors, regardons un tout petit peu l'interaction qui se passe là. Vous voyez qu'ils s'attroupent au voisinage des racines et ils forment une structure qui, en fait, il y a la racine de l'arbre et puis il y a du champignon autour qui fait comme une chaussette. Donc ça, c'est ni une racine, ni du mycélium, ni des filaments de champignons. C'est un mélange des deux. C'est ce qu'on appelle une mycorhize. Myco, le champignon, rhiza, la racine. C'est un mélange des deux. Alors, le type exact de ces mycorhizes-là, celle des arbres forestiers de nos régions, mais qu'il n'y avait pas dans les régions tropicales, ça s'appelle des ectomycorhizes. Je vous en montre quelques-unes. Vous voyez ici, par exemple, on voit très bien que le champignon est noir. En haut, le champignon, il est orange, donc bon, on ne voit pas trop par sa couleur qu'il est là. Mais on devine les filaments, on devine aussi que la racine est extrêmement ramifiée. D'ailleurs, en bas, on ne voit carrément pas le champignon. Il est translucide. Mais on voit très bien que les racines sont super ramifiées. Et un spécialiste vous dira « Ouais, ça c'est une mycorhize, il n'y a pas de problème ». On ne voit pas toujours le champignon, mais la ramification de la racine est souvent un indice de sa présence. Alors en coupe longitudinale, on voit très bien la racine faite de très grosses cellules. Vous les voyez ici, ça c'est les cellules de la plante. Et puis on voit cette chaussette de champignons qui entoure la racine et qui d'ailleurs pénètre légèrement entre les cellules les plus externes. Voilà. Alors cette association-là, ce n'est pas un luxe, c'est vital. Et d'ailleurs, c'est vital pour les deux partenaires, parce que le champignon aussi a besoin de ça. Cette association-là, elle est basée sur le fait que la plante donne des sucres aux champignons. Ces champignons-là ne savent pas trouver du sucre, ne savent donc pas trouver leur alimentation dans le sol, cependant que les champignons font littéralement les courses pour les plantes. Ils vont chercher de l'eau, de l'azote, du phosphate, du potassium dans le sol, dont ils cèdent une partie à la plante en échange du sucre. Voilà, c'est une association à bénéfice réciproque et qui est vitale pour les deux partenaires. Regardons un petit peu maintenant qui sont ces champignons. Alors pour regarder qui sont ces champignons, bon déjà, il faut acheter les bouquins de Guillaume. C'est même obligatoire, je pense, on peut le dire. Et ces champignons-là, c'est tout simplement la plupart de vos champignons forestiers. Girolles, cèpes, russules, amanites. Les fameuses truffes aussi, qui, vous le savez, ne poussent pas si on ne sème pas les arbres, si on ne plante pas les arbres qui les abritent. C'est le même lien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui fait vivre d'ailleurs des régions entières dans lesquelles il n'y aurait pas d'activité s'il n'y avait pas de la trufficulture. Vous avez ici de superbes chênes truffiers. D'ailleurs, le mycélium de truffe atrophie la végétation et souvent, vous voyez, c'est un petit peu brûlé au pied. Là. Voilà. Bon.
Et d'ailleurs, l'histoire de la truffe est intéressante parce que c'est avec la truffe qu'on a découvert les fameuses mycorhizes. Alors, vous savez, dans les contes pour enfants, hein, il y a, alors vous êtes un peu vieux, peut-être même ceux de devant pour les contes pour enfants, mais ça commence par, c'était l'époque où les animaux parlaient. Alors moi, je vous emmène à l'époque où les politiques parlaient avec les scientifiques. Ne cherchez pas, même vos parents n'ont pas connu. Hein. Le ministre allemand de l'Agriculture avait demandé à un chercheur allemand, Albert Frank, pourquoi les truffes, elles poussent que sous les arbres et pourquoi il faut un arbre. Et Albert Frank a compris que la truffe, ça on le savait déjà, c'est aussi tout un tas de filaments microscopiques et il s'est aperçu que ces filaments microscopiques s'associaient aux racines des arbres et faisaient une interaction qu'il a appelée la mycorhize. Donc en fait, la découverte que les plantes et les champignons sont associés et dépendent réciproquement l'un de l'autre, c'est aussi vieux que la truffe et la question de la trufficulture, comment faire pousser des truffes. Alors, je ne vais pas vous passer en revue tous les types de champignons mycorhiziens qui poussent sur tous les types de plantes. C'est réglé, les autres plantes ont aussi des mycorhizes, et bon, ça y est, les plantes mangent parce qu'elles sont branchées sur des champignons qui vont faire les courses dans le sol. Donc ça veut dire que sans champignons, on n'aurait pas nos plantes. Bien. Maintenant, il faut réaliser que les champignons protègent aussi les plantes. Dans le cas des champignons qui mangent sur les racines, c'est un peu normal parce qu'on protège son garde-manger, n'est-ce pas? Tous les traits par lesquels ils peuvent protéger les racines vont leur assurer de manger plus. Donc c'est parfaitement logique qu'au cours de l'évolution, ils acquièrent tout un tas de capacités à protéger les plantes. Et finalement, moi, quand je vois ça, je me dis, si j'ai une plante en bonne forme, c'est parce qu'il y a du champignon qui la protège. Alors, je vous raconte l'histoire. Déjà, je ne vous fais pas de dessin. Quand vous êtes une racine dans une chaussette de champignons, vous êtes protégé de tout un tas de stress ou d'agressions ou de parasites du sol. La chaussette, ça protège. C'est même plus qu'une chaussette, parce que c'est un peu plus épais et protecteur. Il y a donc un écran physique, mais ce n'est pas tout. Il y a surtout une protection contre les maladies. Alors, on va faire une expérience assez cruelle. On va faire pousser des petits caméscyparis, qui sont donc des petits arbres, avec ou sans leurs champignons mycorhiziens, avec en bleu, sans en vert. Et au début de l'expérience, on va balancer dans le sol un pathogène racinaire qui tue les racines et ensuite la plante, le Phytophthora cinnamomii. C'est un oomycète, et je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, des oomycètes. En tout cas, bon. Et on compte les morts. C'est un peu cruel, hein, comme... Alors, on compte les morts et on s'aperçoit qu'au cours du temps, quand c'est mycorhizé, il y a 5% de morts. Quand c'est pas mycorhizé, il y a 5% de survivants. L'image n'est pas très belle, hein, elle est un peu... mais c'est juste que c'est un travail des années 30, et donc... Et oui, ça fait longtemps qu'on sait ça. Par contre, on ne le raconte pas assez et on ne l'utilise pas assez. Les champignons mycorhiziens protègent les racines. Ils les protègent aussi contre des choses comme le calcium. Vous savez que beaucoup de plantes n'aiment pas le calcium, elles sont calcifuges, comme on dit, puis il y en a d'autres au contraire qui poussent sur calcaire. Et en fait, la tolérance au calcium, c'est très largement une histoire de champignons. Regardez plutôt. On va faire pousser de l'eucalyptus sur un sol calcaire, donc avec du calcium ou pas, avec ou sans mycorhize, on va y revenir. Bon, les eucalyptus, ça se plante partout, hein, ça n'a pas peur du calcaire. On ne devrait d'ailleurs pas en planter chez nous parce que ça brûle bien, mais il y a encore des gens qui pensent que comme ça pousse bien, il faut en planter. Bon, alors en tout cas, quand on regarde où est-ce qu'ils les plantent, alors même qu'avec le climat actuel, ils devraient se garder d'importer les incendies d'Australie. Quand on regarde où ils les plantent partout. L'eucalyptus n'a pas peur du calcaire. Pas peur? Regardez plutôt. Vous voyez que quand il est mycorhizé, quand on a mis des champignons dans le sol, eh bien, en présence de calcium ou sans calcium, il pousse à peu près aussi bien. Ouais, il pousse un tout petit peu moins bien quand il y a du calcium, mais c'est rien. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand il n'y a pas de champignons mycorhiziens. C'est-à-dire qu'on a désinfecté complètement le sol, il n'y a plus de champignons, donc l'arbre, il survit sans champignons. Alors, quand il n'y a pas de calcium et pas de mycorhize, il pousse quand même. Mais il pousse quand même 2 fois moins que quand il n'y a pas de calcium et des mycorhizes. Donc, oui, il se nourrit moins bien. Je ne vous cache pas que dans cette panip, on a mis plein d'engrais pour compenser l'absence du champignon nutritif. D'accord? Maintenant, quand il y a du calcium et pas de mycorhizes, ça ne pousse pas. Voilà, ça pousse 10% seulement de ce que ça pousse quand il y a des mycorhizes et du calcium. Et oui, ce qui est résistant au calcaire et au calcium du calcaire, ce n'est pas la plante, c'est l'association. Comment le fait le champignon? C'est simple, hein. D'abord, souvent, il fait une chaussette, donc la plante ne voit même pas le calcium. Parce que soit c'est des racines âgées où il y a une écorce, soit c'est du champignon qui fait le contact avec le sol, donc il n'y a pas de contact direct.
La deuxième chose, c'est que le champignon pompe activement le calcium hors de la racine, il le repompe, il le repompe. Alors vous allez me dire, ça c'est un truc de Shadok, hein, parce que vous le pompez et il re-rentre. Eh oui, mais le champignon pompe et il produit une molécule, l'oxalate, qui précipite sous forme de cristaux d'oxalate avec le calcium. Ce qui fait que le calcium autour de la racine, il se retrouve piégé dans des cristaux. Et piégé dans des cristaux, il ne rentre pas. Voilà les trois grandes stratégies, une protection par écran, une protection par efflux et une protection par précipitation dans le sol, qui fait que les champignons aident les plantes à tolérer le calcium. Et on n'a pas beaucoup de chiffres là-dessus, on pense que les 2/3 des plantes qui poussent sur calcaire et qui supportent le calcium, elles ne le feraient pas sans champignons. En voilà une protection, donc non seulement contre les maladies, mais aussi contre les toxines ou les stress du sol. Alors, je vous sens un petit peu énervé, parce que là, on rôde sous terre, on parle de mycorhizes, et vous n'avez pas 2 équipes ou 3 équipes qui travaillent sur les mycorhizes, et vous en foutez. Bon, alors, direction les feuilles. Les feuilles, il faut savoir qu'il y a des champignons aussi dedans. Bah oui, il y a les petites ouvertures, vous voyez là, hein, les petites ouvertures qui sont à droite à gauche, qui sont les ouvertures par lesquelles la feuille respire, et dans ces ouvertures, il y a des champignons qui rentrent. Les cellules des feuilles sont en beige, et vous avez le champignon qui est coloré en vert. En fait, les feuilles sont lentement colonisées à partir de leurs micro-ouvertures respiratoires, qu'on appelle les stomates. Et dans une feuille de plante tropicale, vous avez jusqu'à une dizaine d'espèces de champignons différents qui sont présents à l'état de filaments microscopiques. Chez nous, évidemment, il y en a un peu moins, mais quand vous prenez une feuille d'arbre, vous pouvez penser que vous avez entre 10 et 15 espèces couramment de champignons dans la feuille. Je parle de champignons bien développés. Des petites germinations ou des petits trucs à droite à gauche, il y en a plus. Mais je parle aussi de feuilles saines. Et en fait, ces champignons, ils ont un rôle protecteur. Pourquoi ? Parce qu'ils se nourrissent de petits déchets des cellules, ils se nourrissent un peu de la capsule qui entoure les cellules. C'est leur garde-manger. Et là encore, rebelote, tous les traits par lesquels ils protègent la feuille leur assurent de mieux manger, de mieux se reproduire. C'est sélectionné dans l'évolution pour un champignon qui habite une feuille saine, d'avoir des traits qui aident la feuille à rester saine. Et je vous emmène dans des cacaoyères. Alors, très très longtemps, les cacaoyères, les plantations de cacao, on a retiré les feuilles mortes. Parce qu'on disait, ouais, les feuilles mortes, il y a des chances qu'elles soient mortes de champignons parasites. On va le voir ensemble, il y en a des parasites parmi les champignons. Bon, donc il y a des chances qu'elles soient mortes de parasites, et donc on va les ratisser pour éviter que les spores qui se forment sur les feuilles mortes repassent sur les jeunes feuilles qui viennent de se développer. On ratissait, on ratissait, on ratissait. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il y avait dans les feuilles un champignon, un Colétotrichum, qui était d'autant plus abondant que la feuille était en bonne santé. Et en fait, les gens se sont demandé si ce n'était pas que la feuille était d'autant plus en bonne santé que le champignon était abondant. Alors, ils ont fait des expériences où ils ont fait pousser du cacaoyer absolument sans aucun champignon. Des expériences où ils n'ont pas vraiment surveillé qu'il n'y avait pas de champignons, mais ils n'ont pas mis de feuilles mortes. Troisième chose, ils ont mis des feuilles mortes en dessous, en mélangeant des feuilles de cacao et d'autres feuilles. Et puis, dernière chose, ils ont mis de la litière, c'est-à-dire des feuilles mortes, mais que des feuilles de cacaoyer. Et ils ont laissé s'agrandir et ils ont regardé l'intensité des dégâts de champignons pathogènes sur les feuilles. Vous voyez que quand il n'y a pas de champignons du tout dans la plante, elle est très malade parce que les arrivants, ils s'installent comme ils veulent. Quand il n'y a pas de litière, c'est pas terrible non plus, mais enfin, c'est un petit peu mieux parce que là, on n'a pas exclu les champignons de la plante. Par contre, quand il y a de la litière, un peu ou beaucoup de cacao, quand il y a des vieilles feuilles mortes, et bien là, il y a beaucoup moins de dégâts de pathogènes, simplement parce que dans ces cas-là, le fameux Colétotrichum qui est dans les feuilles, quand les feuilles mortes, il fait des spores et il revient coloniser les jeunes feuilles. Et en fait, dans les cacaoyères, maintenant, on ne ratisse plus, parce que c'est le moyen de s'assurer, j'allais dire naturellement, en tout cas sans grand effort, que ce champignon protecteur va revenir. Alors oui, les pathogènes reviennent aussi, mais l'effet qui domine, c'est surtout le retour du champignon qui aide la feuille à se défendre. Voilà, donc ma plante mange dans le sol, elle se défend, en tout cas elle est protégée et des pathogènes et des stress, mais il y a mieux. Quand on regarde les arbres, figurez-vous que la forme des arbres, c'est une histoire de champignons. Et ça, c'est quelque chose qui est très méconnu et qui est pourtant visible, alors là, tous les jours. Regardez plutôt. C'est toujours ma même image, hein. Vous avez vu mes arbres là, ils ont un grand tronc lisse et puis il y a des branches avec des feuilles en haut.
Toujours la même image. Eh bien, ça, c'est bizarre. C'est pas normal, cette forme d'arbre. Pourquoi ? Parce que quand l'arbre était petit, c'était un buisson qui est devenu de plus en plus grand. Et l'arbre, il pousse par le bout. Il ne pousse pas comme un parapluie se déplie. Donc, quand l'arbre grandit, je veux dire son tronc grandit, il doit rester des branches qui dépassent. Même si elles n'ont pas grandi depuis le moment où c'était un arbuste, il doit rester des branches. Eh oui. Et d'ailleurs, quand on introduit, ça va vous rappeler une histoire ça, quand on introduit de Californie, comme on fait beaucoup en Bretagne, ça c'est une photo tout près de chez moi à Belle-Île-en-Mer, quand on introduit des cupressus californiens ou des pins insignis de Californie, on voit très bien que toutes les branches basses, elles restent. Alors évidemment, elles sont mortes ou moribondes parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais elles sont toujours là, et c'est normal, parce que cet arbre, ça a été un arbuste de plus en plus grand, il a eu toutes ces branches. Ces branches, quand elles tombent par terre, là, si vous allez voir sur les aiguilles, elles se décomposent par terre, parce que dans le sol, il y a de l'eau, et les champignons arrivent à se développer. Mais en hauteur, elles s'élaguent pas, comme on dit, elles ne disparaissent pas. Alors, si maintenant on va avoir des essences indigènes, comme par exemple ce chêne, on voit très bien que rapidement les branches sont boulottées par des champignons. Et donc l'élagage, la disparition de ces branches basses, c'est une histoire de champignons qui mangent ces branches. Sauf que ces champignons, d'abord ils sont adaptés à la sécheresse, parce que les branches en l'air, il y a moins d'eau que quand elles sont tombées par terre. Là, elles se décomposent facilement. Elles sont facilement attaquées. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il se trouve que ces champignons, ils sont un peu spécifiques de la plante. Ce n'est pas les mêmes d'une espèce à l'autre. Et du coup, quand les cupressus et les pins insignis ont été introduits de Californie, c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé, vous vous souvenez, avec les pins sous les tropiques. Quand ils ont été introduits sans les champignons qui, en Amérique, font ce travail. Et du coup, l'élagage n'a pas lieu et ça donne des choses comme ça. Ça donne aussi le fait que dans les plantations de Douglas, on est obligé manuellement de couper les branches basses pour faire des beaux troncs. Oui, parce que cette histoire-là, c'est quelque chose qui fait disparaître toutes les branches basses qui sont moribondes ou mortes parce qu'elles étaient à l'ombre, mais c'est très très important pour la plante. Tiens, là j'ai un hêtre avec un champignon qui est en train de boulotter la branche, là, qui est la mucidule du hêtre, et vous voyez très bien que la branche va les casser. Et ce qui est intéressant, c'est que ces champignons n'arrivent pas à rentrer dans le tronc. Dans le tronc, il n'y a pas assez d'oxygène pour eux. Ils attaquent surtout des petites branches. Et donc, rapidement, vous voyez qu'à l'endroit où la branche a disparu, boulottée par ces agents d'élagage naturels, vous avez un bourrelet cicatriciel qui se forme et qui se referme. Et ça a deux conséquences importantes. C'est que maintenant, quand le tronc va grandir, il va faire une belle fibre bien continue et pas incorporer des branches qui fragiliseraient mécaniquement le tronc, donc un avantage mécanique. Et un deuxième, c'est que maintenant, comme c'est refermé, là, il n'y a pas de maladies qui peuvent rentrer dans le cœur du bois. Ouais. Ce qui fait que dans le tronc, on a souvent les restes de ces branches qui ont été élaguées par des champignons, et puis ensuite, l'arbre pousse normalement. Voilà, comme quoi les arbres que vous voyez en forêt sont des sculptures de champignons, et ces champignons-là que vous auriez pu voir comme des décomposeurs de bois mort, voire même des parasites qui s'attaquent à des branches affaiblies, en fait, c'est encore des auxiliaires de santé pour les arbres, parce que pour le coup, ça leur permet d'être moins facilement attaqués par des parasites et ça isole le bois de cœur de l'extérieur dès que la cicatrisation a eu lieu. Alors jusqu'ici, on est dans une description idyllique. Nos champignons, ils sont en train de faire du bien aux plantes, mais en réalité, ça ne se passe pas toujours bien. Ça ne se passe pas toujours bien et ça peut même se passer très mal. Le lien des champignons aux plantes est un lien peut être très délétère, et ce n'est pas dans une région de viticulture où on a par exemple des dégâts d'oïdium, de black rot, que je vais vous apprendre que les champignons peuvent aussi manger les plantes sans les entretenir. Dans ces cas-là, ils changent juste de plante quand elles sont mortes et ils changent de cheval en quelque sorte quand ils ont abattu leur cheval. Oui, quelque part, il y a aussi ici, si vous regardez bien, des maladies. Alors, des maladies, je vais vous en citer quelques-unes. J'ai par exemple ici une très belle rouille. La rouille, on en a aussi sur le blé. C'est un champignon qui a la caractéristique de ne pas du tout tuer la feuille sur laquelle il vit. Ce n'est pas le seul qui fait ça. L'oïdium, alors vous le connaissez peut-être sur la vigne, le voilà sur le chêne, il ne tue pas les feuilles. L'intérêt, c'est que les feuilles continuent à vivre
continue à grandir, continue à être approvisionnée, et donc la nourriture est renouvelée en permanence. Et donc, en gros, c'est de l'exploitation. Alors, si on zoome un tout petit peu sur les feuilles où il y a de l'oïdium, on s'aperçoit qu'on voit à la surface de la feuille les filaments du champignon, et puis des petites chaînettes de cellules qui se détachent, qui sont des spores qui vont aller germer plus loin sur d'autres feuilles, en particulier si le temps est humide. C'est ce qui explique tous les traitements qu'on fait contre l'oïdium préventivement, dès que le temps est un petit peu, a une tendance à être humide, notamment le matin. Donc, on a ici ces champignons qui poussent directement sur la feuille. Et si on regarde dans les cellules superficielles des feuilles, on a gratté le champignon et on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de papillotes dans les cellules. En fait, les filaments du champignon rentrent dans les cellules de surface et font une espèce de structure. C'est horrible, hein, parce que c'est un peu comme The Last of Us. Hein. Du coup, la cellule est un peu zombiesque, quoi. Elle est complètement envahie par une espèce de structure moustachue qui pompe toutes les ressources dedans, sans la tuer. Parce que l'enveloppe la plus interne de la cellule, ce qu'on appelle la membrane, n'est pas rompue. Donc c'est une cellule qui est zombifiée et qui sert juste à nourrir le champignon. Alors, il y a des tas de maladies, notamment foliaires, qui ne tuent pas leur hôte et qui ont justement qui ont cet intérêt d'avoir à manger incessamment, puisqu'ils sont sur quelque chose qui est vivant et qui continue de se développer et de fonctionner. Là, je vous montre la cloque du pêcher, que vous connaissez peut-être. Alors, on reconnaît à peine les feuilles, tant elles sont hypertrophiées, gonflées, gaufrées. Mais en fait, là, vous avez carrément une prolifération de la feuille qui devient plus épaisse, plus charnue. Et ça fait d'autant plus à manger pour le champignon, agent de la cloque du pêcher. C'est un peu cruel, hein. Et alors d'ailleurs, on voit que la plante se défend. Elle accumule des composés rouges qui sont toxiques pour le champignon. C'est des sortes d'anthocyanes. Mais le champignon, il ne casse pas les cellules. Or, les anthocyanes sont dans les cellules. C'est une des raisons pour lesquelles il faut longuement faire macérer la pellicule des raisins rouges pour que le rouge, c'est des anthocyanes aussi, pour que la couleur rouge sorte. C'est que c'est vraiment au cœur des cellules. Et si vous n'abîmez pas les cellules, si vous ne les cassez pas, ben, les défenses s'accumulent dedans, mais elles ne sont pas libérées. Donc le champignon s'en fout. Voilà. Mais vous voyez quand même que le fait de parasiter des plantes qui sont vivantes, pour le champignon, ça a un intérêt, c'est que la nourriture continue d'être produite et d'arriver, mais la plante se défend. Et donc, de temps à autre, quand même, il y a des molécules pas sympas qui sortent que le champignon va devoir détoxifier, détruire. C'est un jeu risqué. L'autre jeu pas risqué, c'est de tuer la plante puis de la manger. Alors là, évidemment, vous ne mangerez que ce qu'elle a produit avant de mourir et rien de plus, mais au moins, elle ne se défend plus. Alors, on a des tas d'exemples de champignons qui tuent les plantes. Moi, je vous en ai pris un qui est l'exemple même de ce qui arrive aux très vieux arbres en forêt. C'est qu'ils sont attaqués par des pourritures de cœur qui pourrissent le cœur du bois. Ça ne tue pas les parties périphériques de l'arbre qui sont vivantes. Mais comme l'arbre devient creux, eh bien, il casse. Voilà. Et on voit très bien ici que le champignon était présent avant que l'arbre ne casse, parce qu'on voit que certaines des parties reproductrices qu'il forme, vous voyez, était horizontale quand ça, c'était droit. Donc, il était présent avant. Et puis après, il achève de boulotter et la base, ce qu'on appelle une chandelle, hein, et la partie qui a été abattue, ce qu'on appelle le volis, il continue à boulotter ça, ayant tué l'arbre de sa présence. Donc ça, c'est l'équivalent du lion pour la gazelle, hein, c'est quelque chose qui va tuer puis manger. On peut dire que c'est un prédateur d'une certaine façon. En tout cas, on dirait ça si c'était un animal. Et il s'agit ici d'un champignon qu'on appelle l'amadouvier, mais à peu près toutes les espèces d'arbres meurent avec l'âge de ces champignons-là. Pourquoi ? Parce que tant que les agents d'élagage élaguent des petites branches, ça cicatrise vite, ça se referme. Mais quand l'arbre vieillit, il arrive que de très grosses branches cassent. Soit qu'on taille l'arbre, ça arrive en ville, soit qu'il y ait du vent tout simplement, ou de la neige, et puis paf, une grosse branche casse. Le processus de cicatrisation reprend, mais il va être beaucoup plus long. Et il va y avoir un long temps pendant lequel le bois de cœur va être en contact avec l'extérieur, tout le temps que le bourrelet cicatriciel se referme autour d'une plaie qui va faire entre 40 et 50, entre 20 et 50 cm de diamètre.
d'accord? Et ces plaies-là qui se referment lentement, elles laissent rentrer des pathogènes comme ça. Et ça induit quelque chose d'important que vous ne réalisez pas forcément, c'est qu'en forêt, les arbres qu'on voit, ce n'est pas des vieux arbres, même quand ils sont les plus vieux possibles. Parce que les forestiers, ils laissent pousser au maximum les arbres, mais ils n'attendent pas le moment où arrive le risque d'être creux. Donc en gros, ils récoltent les arbres à l'équivalent pour l'espèce humaine de 35-40 ans. Une bonne croissance déjà, mais ça pourrait grandir plus. Mais on ne joue pas à ce jeu-là, parce que si on joue plus à ce jeu-là, il y a de plus en plus d'arbres dans la population qui vont se retrouver creux et sans aucune valeur. Donc on récolte des adultes au lieu de récolter des vieux. Et c'est pour ça aussi que des fois, quand on garde des arbres sans les récolter, ils deviennent beaucoup plus gros que les autres quand ils survivent. Parce que, aussi pour l'arbre, c'est un jeu risqué de vieillir dans ces conditions. Bref, les champignons sont souvent des fossoyeurs d'arbres. Et parfois, ils ont des mines beaucoup moins patibulaires. Je vous présente ici l'armillaire couleur de miel. C'est un champignon dont certaines formes s'attaquent aux racines, puis au bois des arbres. Regardez, sous cet arbre-là, cette collègue est en train de dégager le mycélium qui, chez cette espèce, les filaments ne sont pas microscopiques, ou plutôt, ils sont microscopiques, mais ils sont agrégés en gros cordons. Très gros cordons noirs. Techniquement, on appelle ça des rhizomorphes. Et ces cordons noirs tracent leur route dans le sol. À partir d'un arbre malade, ils colonisent les racines des arbres voisins. Et ça fait des clairières, littéralement, dans les forêts qui ne sont pas exploitées par l'homme, comme ici dans le nord du Canada, parce qu'à partir d'un arbre malade, les voisins sont malades, puis les voisins sont malades, puis les voisins sont malades, et ça vous fait une espèce de pelade circulaire qui grandit avec le temps. Alors vous imaginez que finalement tout ça, c'est l'emplacement où on a tout le mycélium d'un seul individu, donc c'est des individus qui peuvent atteindre plusieurs centaines, voire des milliers de tonnes, au total de toutes leurs parties, qui ont des longévités qui peuvent dépasser des milliers d'années, et qui continuent à grandir vers l'extérieur. Mais vous observerez qu'il n'y a pas rien dans le cercle. Alors je suis désolé, c'est une image un peu pourrie, mais je dis que celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu vieillotte, hein. Mais on voit très bien quand même qu'il y a du vert là. Et il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Dans le cercle, c'est des forêts de conifères. C'est donc des conifères qui sont en train d'être attaqués et de mourir, et de faire des grandes clairières. Dans les clairières poussent des érables et des bouleaux. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'érables et de bouleaux dans ces forêts-là. Ce sont des arbres qui poussent uniquement à la lumière. Donc normalement, en forêt, ils ne poussent pas. Ils sont, en quelque sorte, exclus par la présence des conifères. Mais ces érables et ces bouleaux ne sont pas sensibles à l'armillaire. Du coup, quand il y a une clairière qui se produit, ils poussent. Parce que leurs graines peuvent enfin germer, il n'y a plus la concurrence des autres. Alors ils grandissent et ils font dans le cœur de la clairière une forêt de bouleaux et d'érables. Au bout d'un certain temps, l'armillaire n'a plus rien à manger, donc dans la zone centrale de la clairière, et c'est ce qu'on devine là, en fait, elle n'a plus grand-chose à manger, donc là maintenant, les graines des conifères peuvent de nouveau germer, et ils aiment bien germer à l'ombre, donc l'ombre des érables et des bouleaux leur est favorable, et vous avez au milieu de la clairière le retour de la forêt de conifères. Vous m'avez suivi ? Du coup, quand je fais la coupe, j'ai le front là où l'armillaire est en train d'attaquer et de tuer des arbres. Il y a des arbres qui sont en train de mourir. J'ai toute une zone où il y a du bois mort que l'armillaire est en train de manger. Puis, et là, il y a plein d'érables et de bouleaux qui poussent. Puis on arrive à des stades plus anciens où il y a des érables et des bouleaux qui ont poussé. L'armillaire a mangé tout ce qu'elle pouvait manger. Il n'y a plus rien à manger. Donc il n'y a plus d'armillaire. Et dans les zones les plus anciennes, comme il n'y a plus d'armillaire, de nouveau, la forêt de conifères revient. Alors si vous y pensez, en fait, il y a une grande tension de compétition entre les bouleaux et les érables d'un côté et les conifères de l'autre. Normalement, les conifères éliminent les bouleaux, mais grâce aux maladies qu'ils prennent, il y a des zones où il peut pousser des érables et des bouleaux. Vu du point de vue du bouleau et de l'érable, vous pensez quoi de l'armillaire ? C'est un pathogène ? C'est votre seule chance d'exister dans ces forêts-là. Bon, si on accepte quelques coups de vent, ils peuvent abattre des arbres. Vous y êtes ? Donc l'armillaire, là encore, c'est un champignon un peu dur à classer, parce que certes, c'est un pathogène des conifères, mais vu du point de vue des érables et des bouleaux, c'est un sacré allié, non ? Oui, c'est parfois compliqué, mais en tout cas, ça dessine la physionomie de ces forêts et leur biodiversité, car sans armillaire, il n'y aurait ni bouleau, ni érable. Voilà. Alors, dernière partie, le nettoyage.
C'est bien beau d'avoir tué des choses. C'est bien beau que les plantes perdent des feuilles ou des morceaux de bois. Mais tout ça, ça ne s'accumule pas éternellement au sol. Et on le voit très bien. Là, on a quelques branches qui traînent, on a quelques feuilles mortes, mais très rapidement, tout disparaît. Alors, je voudrais vous parler quelques instants de l'attaque du bois, parce que dans les écosystèmes terrestres, il y a surtout les composants du bois, il y a surtout du bois, et même d'ailleurs quand il n'y a pas d'arbres ou d'arbustes, les composés qui dominent dans la matière végétale morte qui tombe au sol sont les mêmes. Alors le bois, c'est quoi? C'est deux choses. C'est un composé qui est mou, la cellulose. Si vous avez une feuille de papier entre les mains ou du coton, c'est de la cellulose. Bon. Et puis un composé un peu plus dur qui fait que le bois, ou les nervures, ou les tiges des plantes, même quand ce n'est pas des arbres, sont un peu plus dures, qu'on appelle la lignine. Et en fait, la cellulose et la lignine, c'est 90% de la masse morte qui arrive au sol. C'est vraiment les choses qui arrivent en grande quantité. La lignine, c'est 900 milliards de tonnes chaque année qui est produite par les plantes, et autant qui est dégradée chaque année à l'échelle de la Terre entière. Alors, souvent, on voit du bois qui est devenu tout mou et blanchâtre. Du coup, on peut l'éclater, l'effriter facilement. C'est par exemple ce qui se passe sous les nématolomes en touffe, comme ceux qui sont là. Ce bois, d'ailleurs, il sent beaucoup le champignon. Hein. Donc, c'est clair qu'il y a du champignon dedans. Et ce bois qui est blanc et mou, c'est un bois dont il ne reste que la cellulose. Voilà un exemple de champignon qui mange la lignine. Et je vais vous dire, la lignine, il n'y a que les champignons qui la mangent. Il n'y a que. Il n'y a pas d'autres organismes connus, même parmi les bactéries, qui soient capables de digérer la lignine. Donc ça, c'est un boulot de champignons. 900 milliards de tonnes par an, à l'échelle globale. Miam. Au passage, vous remarquez qu'on a transformé du bois qui contient de la lignine et de la cellulose en pure cellulose, sans avoir recours à des produits chlorés. C'est ce qu'on fait quand on fait de la pâte à papier. Hein. Quand on fait de la pâte à papier, on a des attaques chimiques qui vont détruire la lignine et produire des tas de composés chlorés toxiques. Renseignez-vous, mais pas loin vers le delta du Rhône, hein, il y a une entreprise en France qui est une des plus polluantes de France. De temps à autre, ils ont des cuves qui débordent et hop, tout ça, ça passe dans le Rhône et dans la Méditerranée. Mais comme ils menacent de fermer si jamais on leur fait des misères, ils ont droit à des dérogations tout le temps. Mais préparer la pâte à papier, c'est énormément polluant parce que l'attaque chimique libère des produits toxiques. Là, vous avez une méthode biologique pour produire du papier. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que c'est plus cher, donc on continue à faire de sales petites besognes chimiques polluantes. Mais là, vous avez une méthode qui produira un papier un peu plus coûteux, sauf si vous prenez en compte le coût de la pollution de l'environnement. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez que, ils nettoient la lignine qui tombe au sol, les champignons, mais c'est aussi une source énorme d'outils pour l'homme et pour réaliser plus délicatement ce qu'on a souvent réalisé comme des brutes de façon chimique. Je ne vais pas insister là-dessus, mais ces champignons de pourriture blanche, c'est comme ça qu'on les appelle, sont des espoirs d'un papier plus écologique. Alors, cela dit, les champignons ne mangent pas forcément la lignine, d'autres fois ils mangent la cellulose, et donc il reste un truc un peu roussâtre et dur, qui se débite en petits cubes, qui en fait résultent des plans de faiblesse du bois. Et ces petits cubes un petit peu durs, là, c'est ce qu'on appelle une pourriture brune, et ça, c'est des champignons qui, au contraire, mangent d'abord la cellulose et laissent la lignine. Elle sera utilisée par d'autres. C'est le cas de la plupart des champignons, de beaucoup de champignons qui s'attaquent au bois d'œuvre, et notamment de la mérule, qui est un champignon qui a causé beaucoup de maux à la marine. Très souvent, quand il y avait une bataille navale, un Trafalgar, les gagnants, c'est ceux qui avaient les bateaux les moins pourris par la mérule, parce qu'évidemment, du bois en mer, il est humide, c'est évident. Et la mérule attaque aussi nos bois d'œuvre. Alors, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que le lien de la mérule à la marine est assez fort, parce que c'est un champignon qui vient d'Inde. Il a été ramené en fait par le commerce de nos bons amis britanniques. Que des merdes. Il n'arrive pas que le meilleur d'Albion. En tout cas, voilà, ça c'est un cadeau. Mais alors, en fait, souvent, c'est leur propre bateau qui coulait. Donc, il y a une justice sur Terre. Alors, plus sérieusement, très souvent, on dit de certains insectes qui sont xylophages et qui mangent du bois. Mais je vous ai dit, déjà, ils ne peuvent pas digérer la lignine, parce qu'il n'y a que les champignons qui font ça. Alors, vous allez me dire, oui, ils peuvent digérer la cellulose.
Regardez plutôt ce bois-là, il est tout blanc. Clairement, il y a là-dedans un champignon qui est en train de faire une pourriture blanche, qui est en train de manger la lignine. Et puis, il y a les galeries des larves de ce Cérambix, là. Il y a les galeries, et regardez ce qu'il y a dans les galeries. Il y a une poudre. C'est quoi la poudre qu'il y a dans les galeries, là? Oui, c'est les crottes. C'est-à-dire qu'ils mangent du bois et puis ils font des crottes. Seulement, vous voyez le travail. Ils mangent du bois blanc, ils font des crottes blanches qui ont à peu près le même volume. C'est quand même bizarre, ça. Vous y êtes? Ils mangent du bois, ils font du bois en poudre. Qu'est-ce qu'ils digèrent? En fait, comme la plupart des insectes xylophages, ils digèrent les champignons qui s'attaquent au bois. Et en fait, ces insectes ne sont pas plus xylophages que vous et moi. Ils sont mycophages. Sauf qu'ils vont manger le champignon à l'état de mycélium dans le bois. Et pour ça, il faut broyer le bois pour bien digérer le champignon. Et puis après, dans les crottes, vous avez du bois broyé. Le bois, il n'y touche pas. Oui, on est en train de découvrir là que les champignons finissent des fois par être eux-mêmes mangés. Jusqu'ici, on voyait comment ils mangeaient, mais figurez-vous qu'ils finissent par être mangés. Et ça a des conséquences importantes parce que ça nourrit des animaux, notamment tous les insectes qui vivent dans le bois mort. Et ces insectes qui vivent dans le bois mort attirent des pics qui tapent le bois pour les attraper et qui mangent ces insectes. Vous suivez l'histoire? Ces champignons nourrissent des insectes qui nourrissent les pics. Et la prochaine fois que vous entendrez le pivert, eh bien, rappelez-vous que c'est une histoire de champignons et que sans champignons, il n'y aurait point de pivert. Ça va loin, hein? Alors, il y a plein d'autres organismes qui mangent les champignons, à commencer par les larves de diptères qui rendent véreux les champignons. Là, c'est des groupes dont les larves sont obligatoirement mycophages. Et il n'y a pas que des organismes obligatoirement mycophages, il y a aussi des organismes qui complètent leur régime alimentaire avec des champignons. Et c'est parti, puisque donc on m'a dit que j'ai mangé les premières girolles récoltées. Enfin, parmi les premières récoltes de girolles, il paraît que ça commence à sortir dans la région hier soir. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y en avait 3 au bord de l'assiette. Et il paraît aussi que donc, les cèpes d'été sont de sortie. En tout cas, pour revenir à mon objet, vous voyez qu'ils sont un peu dans la trame de tout ce qui nous entoure, les champignons, en aidant les plantes à grandir, en les protégeant des agresseurs, en modelant leur forme, mais aussi en les parasitant, voire en les tuant, et en nourrissant certains animaux qui font partie de notre cadre de vie, quand ce n'est pas nous. Voilà, donc c'est ce dont je voulais vous parler. J'espère que vous allez avoir convaincu qu'ils sont aussi invisibles que efficaces et puissants pour constituer notre environnement. Je vous remercie de votre attention.